Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Perrault. Et jusqu'à 10h, si vous nous rejoignez juste à l'instant, c'est le grand débat du matin, du Grand Matin, avec aujourd'hui vos invités, Benjamin Olga Givernet, qui est député Renaissance de l'Ain et porte-parole du groupe Renaissance, tout autant que Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise. Bonjour à vous deux et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. On va parler d'abord de ce qui s'est passé à Marseille, les annonces de Gérald Darmanin pour lutter contre les trafics de drogue. On le rappelle, cette année, 85 homicides ou tentatives d'homicide du côté de Marseille. Question toute simple, j'ai envie de dire, Olga Givernet, est-ce qu'il peut réellement, vraiment gagner ce combat contre les trafics de drogue, Gérald Darmanin? On le souhaite et je crois qu'il y met les moyens dès ce début d'année. Alors c'est une continuité dans ce combat pour le gouvernement, mais il est important de démontrer qu'il y a quand même des résultats sur le fait d'abord que les points de deal ont diminué, mais on voit qu'il y a une évolution aussi de ces trafics de drogue qui se passent maintenant par ce qu'on appelle Uber Sheet, donc la livraison de qui se développe de plus en plus. Qui se développe de plus en plus. Et donc ça prouve en fait que ça force ces narcotrafiquants à trouver d'autres moyens de dealer et ça laisse la possibilité aussi aux forces de l'ordre de pouvoir organiser ces contre-offensives. Je crois que c'est important que Gérald Darmanin, par ses annonces depuis hier à Marseille, puisse marquer du point ce combat, parce qu'on sait que dans les quartiers, notamment, mais pas que, il y a cette nécessité de démontrer que l'État est là, elle est présente pour faire valoir l'autorité et faire respecter la loi. Alors justement, sur ces quartiers, Aurélien Taché, est-ce qu'on a aujourd'hui des quartiers très clairement qu'on a perdus, qui sont des zones de non-droit? C'est votre opinion ou pas? Moi, je dirais plutôt qu'il y a des quartiers qu'on a abandonnés, ou en tout cas qu'on n'a pas assez accompagnés vers tout un tas de sujets. C'est des quartiers qui ont, tous les chiffres le démontrent, moins de services publics qu'ailleurs, qui ont des taux de pauvreté ou d'emploi beaucoup plus faibles. Non, pour répondre à votre question, écoutez, la guerre contre la drogue, c'était Nixon il y a 50 ans, et ces politiques répressives ont échoué depuis des décennies. Donc moi, je crois que le ministre de l'Intérieur, il ne mène pas vraiment une guerre contre la drogue, il mène une guerre de communication. Mais ça, c'est pour ce qui le concerne lui. Et le problème, c'est que ça mobilise, parce que son but est effectivement de faire du chiffre, d'être visible, d'être sur le terrain. Donc effectivement, des points de deal diminuent, mais d'autres se reconstituent. Des policiers sont mobilisés en permanence pour aller chercher finalement ces points de deal ou des consommateurs. Mais pendant ce temps-là, avec la création notamment d'une nouvelle CRS, la CRS 80, qu'il a inaugurée hier pour aller sur les terrains difficiles. Tout à fait, mais regardez ce que demandent les magistrats, certains préfets. Ils disent tous que ce qu'ils préféreraient, c'est que des effectifs de police soient dédiés à la lutte contre les flux financiers, la recherche des flux financiers de ces trafics, à la coopération avec d'autres pays pour endiguer les têtes de pont. Là, effectivement, on est sur le terrain, on fait de l'agitation, on a quelque chose qui est très visible, mais qui ne fonctionne pas. Et de toute façon, on n'arrivera pas à avancer sans des politiques de prévention, de légalisation et des politiques beaucoup plus globales qu'un simple aspect sécuritaire. Olga Givernet, pour répondre à Aurélien Taché. Et puis, alors, je notais notamment dans les annonces faites hier, Gérald Darmanin veut s'attaquer au réseau international avec le Maghreb et les Émirats. Ça aussi, c'est peut-être une donnée importante. Je crois que ce qui est important, problème à la source. Effectivement, de voir les passages. Moi, je suis dans le département de l'Ain. Ma circonscription, c'est dans le Pays de Gex, à la frontière avec la Suisse. On sait que il y a des plaques tournantes et que les services de l'État, la douane, la police aux frontières également sont très présents pour justement éviter ces flux. Et donc, c'est un travail de chaîne à mettre en œuvre. Aujourd'hui, Gérald Darmanin est là dans les quartiers pour montrer qu'en bout de chaîne, on veut éviter ces deals, mais en amont également, la douane, et je salue leur travail, fait tout ce qu'il faut pour éviter que ces produits stupéfiants arrivent sur notre sol. Aurélien Taché, est-ce qu'on a encore un manque d'ambition diplomatique, puisque c'est peut-être là le nerf de la guerre, pour lutter contre ces trafics ? Alors, un manque d'ambition diplomatique, je ne sais pas. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on a une approche qui, moi, me semble vraiment dépassée et qu'il faut pouvoir vraiment mettre l'accent, effectivement, sur cet amont. Et encore une fois, je le redis, les pays qui ont pu faire baisser la consommation de drogue sont des pays qui sont engagés dans des voies d'une certaine légalisation encadrée. C'est d'ailleurs des députés de la majorité qui ont fait des travaux intéressants là-dessus. Je pense à Jean-Baptiste Moreau et d'autres qui avaient fait des rapports sur cette question. On
On a besoin, pour pouvoir faire un discours de prévention efficace au niveau des jeunes, pour pouvoir mener des politiques de santé publique aussi, parce que n'oublions pas que les toxicomanes sont avant tout des gens qui sont malades, d'avoir cet encadrement, cette prévention, et puis ensuite un travail pour aller démanteler les gros trafics internationaux, mais pas cette espèce de finalement mise en tension permanente de nos policiers sur le terrain pour vider l'océan avec une petite cuillère. J'aimerais qu'on parle aussi de la loi immigration. Gérald Darmanin, qui est d'ailleurs très actif dans tous les sens du terme, puisqu'il doit rencontrer normalement les préfets aujourd'hui. Pourquoi ? Pour parler de cet article qui fait beaucoup réagir sur la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers sous tension, au cas par cas, sous la responsabilité des préfets. Olga Givernet, ça devait être l'une des mesures phares de ce projet de loi. C'est un peu devenu une mesurette au final, non ? C'était la mesure d'équilibre qui voulait que ce projet de loi qui renforce et qui permette de contrôler les flux, notamment en visant les passeurs, les trafics humains, puisse être compensé par une prise en compte de métiers en tension et de notre économie, d'une demande des chefs d'entreprise de pouvoir garder des employés qui pouvaient se retrouver en situation irrégulière lorsqu'ils travaillaient. D'ailleurs, mais là, on a tellement de conditions qu'au final, qui va pouvoir en bénéficier ? Alors, je pense que les conditions qui sont mises ont été renforcées. Avant, c'était à l'employeur de faire la demande. On a voulu que ce soit l'employé qui soit complètement autonome. Ça, vous l'avez obtenu. Voilà, et ça, on l'a obtenu. Il n'y a plus besoin d'avoir l'aval de l'employeur si l'employé peut démontrer qu'il a un contrat et un engagement vis-à-vis de l'employeur. En revanche, que le préfet, au niveau départemental, puisse identifier si le métier est effectivement en tension. Et là, je reviens encore une fois sur mon département de l'Ain. Pays de Gex, à la frontière, on a une tension sur l'ensemble des métiers, du commerce, de l'aide à la personne. Et donc, les particularités territoriales, la différenciation, comme on aime l'appeler, elle doit être prise en compte. Et je crois que les services de l'État au plus près, dans les départements, au travers des préfets, sont les meilleurs pour identifier cette tension des métiers qui peut être différente d'un département à l'autre. Aurélien Taché, cette mesure, en tout cas, elle a été largement conditionnée par la droite. Est-ce qu'elle est encore aujourd'hui à la hauteur de l'enjeu, selon vous ? Non, je ne crois pas qu'elle soit à la hauteur de l'enjeu. Il y avait dans la version initiale du texte, effectivement, quelque chose d'intéressant dans le sens où on avait, pour la première fois, un critère de régularisation dans la loi. C'est-à-dire que ça devenait un droit. C'est-à-dire que la personne qui travaille dans un métier en tension avait un droit limité, parce que c'était un titre de séjour de 1 an renouvelable, mais il y avait une logique d'accès au droit. On ne dépendait plus, effectivement, de l'arbitraire des préfets en fonction des départements. Mais là, on est sur quelque chose d'encore beaucoup plus restreint, finalement. Moi, je voudrais rappeler simplement quelques chiffres. Quels sont le domaine dans lequel on trouve le plus, finalement, de travailleurs immigrés ? Les 2 premiers domaines, ce sont les employés de maison et la sécurité. Donc, c'est quand même assez amusant de voir toute une série de parlementaires, notamment à droite ou à l'extrême droite, qui nous parlent de sécurité tous les jours, en permanence, pour nous dire que l'immigration sera un problème, voter contre une mesure qui permet à ceux qui font vivre cette sécurité au quotidien d'obtenir des papiers, de s'insérer. Et surtout, dans ce texte, il y a tout ce qu'il n'y a pas. Il y avait aussi dans la version initiale l'autorisation de travail pour les demandeurs d'asile. Nous sommes un des derniers pays européens à restreindre autant l'accès à l'emploi des demandeurs d'asile. Pourquoi il y a autant de demandes d'asile en France ? Aussi parce que nous avons aucune possibilité ou très peu d'immigration légale par le travail. Tout ça a été supprimé. Moi, je demande à ce qu'on régularise l'ensemble des travailleurs qui sont dans une forme d'emploi. Je demande à ce qu'on laisse les demandeurs d'asile travailler. Métier sous tension ou pas ? Métier sous tension ou pas, et que les demandeurs d'asile puissent travailler, et que soit à la fin de leur demande d'asile, l'asile est accepté, soit ils travaillent et éventuellement ils restent, soit ils repartent. Voilà, ça serait une politique courageuse qui permettrait enfin d'avancer sur une intégration par le travail, puisque c'est un mot qui a été souvent répété par la majorité. Olga Givernet, finalement, la majorité, le gouvernement n'a pas été assez ambitieux à ce sujet ? Alors là, on a vu les rebondissements. Je vais pas refaire toute l'histoire de cette loi immigration. Moi, j'ai voté cette loi. Et je l'ai votée parce que j'ai estimé que c'était une loi du Parlement. C'est pas une loi de la majorité, puisque c'était pas le texte initial, mais il y avait une volonté de pouvoir voir apparaître une loi, notamment une demande de la population, et on le sentait très fortement. Et il s'est avéré que, suivant les rebondissements, et malheureusement, toute l'aile gauche de l'hémicycle a complètement laissé passer son droit à pouvoir discuter, et ça, j'en suis au regret sur cette motion de rejet. Et puis vous avez choisi aussi de vous allier d'une certaine manière avec la droite. Et le texte qui a été proposé, bien, c'était un texte qui avait été remanié au niveau du Sénat. Moi, ce que je pense qui est important de
parler sur cette loi immigration, c'est la question de l'intégration et de l'intégration par le travail. On l'a dit, il y a vraiment une volonté de démontrer que toute personne volontaire, engagée, étrangère, mais qui veut pouvoir s'intégrer dans notre pays est capable de le faire dans des conditions qui sont évidemment restreintes, avec des délais de carence, notamment lorsqu'on parle des aides sociales, et que ces problématiques-là, il faut qu'elles soient adressées en écoutant les Français. Un mot très rapidement sur l'aide médicale d'État qui ne figure pas donc dans cette loi immigration. Clément Beaune, le ministre des Transports, veut éviter tout débat sur cette AME. Elisabeth Borne s'était engagée auprès des Républicains. Aurélien Taché, est-ce que vous partagez l'opinion, l'avis de Clément Beaune ici ? Non, mais effectivement, l'aide médicale d'État, tout le monde a démontré que ça ne serait absolument pas une solution pour l'hôpital public. Au contraire, ça coûterait beaucoup plus cher de la supprimer, puisqu'on aurait en matière de santé des épidémies, des difficultés sanitaires qui seraient beaucoup plus importantes et qu'il faudrait de toute façon prendre en compte. Donc, il faut absolument laisser tomber cette mesure. Et je voudrais revenir un instant aussi sur ce qui vient d'être dit sur la différenciation sur les prestations sociales. C'est très grave ce qui vient de se passer. On ne peut pas parler d'intégration par le travail quand finalement on inscrit la préférence nationale pour des prestations contributives comme les allocations familiales ou les allocations pour le logement. C'était des mesures véritablement qu'on ne trouvait que dans le programme du Front National. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les députés du Front National ont voté ce texte et qu'effectivement, cette majorité s'est faite sur l'union des droites, du centre à l'extrême droite. On a pour la première fois une rupture totale et des gens qui travaillent légalement dans notre pays, qui ont un titre de séjour légal, vont voir leurs allocations familiales et leurs APL baisser, vont plonger dans la pauvreté, vont peut-être perdre leur logement. Véritablement, je ne sais pas ce qu'on cherche avec ce texte, si ce n'est à faire de la politique politicienne pour aller chercher toujours plus loin sur les voies d'extrême droite, mais à ce jeu-là, on risque de se perdre. Olga Givernet, juste en un mot sur l'AME, l'aide médicale d'État, est-ce qu'il faut la transformer, la raboter en une aide médicale d'urgence comme le souhaitent les Républicains? Alors la majorité est très attachée à l'AME, qu'il faille reparler du panier qui est proposé et revoir certaines prestations. Effectivement, ça peut se faire, mais je crois qu'il faut bien garder en tête que cette aide médicale d'État, elle permet de faire de la prévention aussi, notamment sur tout ce qui est infection, et que c'est pour donc il faut la garder selon vous. Pour protéger l'ensemble des Français et il faut faire très attention lorsqu'on va y toucher. Olga Givernet, Aurélien Taché, vous restez avec nous sur Sud Radio. On revient dans un instant, on va parler de l'international avec beaucoup d'incertitude et d'inquiétude. On va parler de l'Ukraine, on va parler aussi du Proche-Orient. À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Perrault. Si arrivé dans la deuxième partie de ce grand débat avec nos invités, Olga Givernet, députée Renaissance de l'Ain et porte-parole du groupe Renaissance, tout autant qu'Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise. Benjamin. J'aimerais qu'on parle maintenant bien de la situation internationale qui est très inquiétante, très clairement, avec une question qui se pose déjà concernant la guerre en Ukraine. On va fêter, entre guillemets, le deuxième anniversaire du début de cette guerre en Ukraine. Est-ce qu'il faut continuer de financer les Ukrainiens sur ce point de vue? On a vu ce que ça donne du côté des États-Unis avec le Congrès républicain qui ne souhaite pas, qui bloque cette aide financière. Et puis du côté européen aussi, pour l'instant, c'est bloqué. Olga Givernet, il y a urgence finalement à débloquer ces fonds financiers pour l'Ukraine? Il faut continuer de soutenir l'Ukraine, moi je le dirais de manière très directe. Le conflit est en train de s'enliser, contrairement à ce que la Russie essaie de faire croire, en pensant qu'il y a de la progression. Donc je crois que nous, pays européens, nous sommes engagés à soutenir l'Ukraine et il faut poursuivre cela. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine est victime, l'agresseur c'est bien la Russie. On va avoir des échéances européennes et américaines sur lesquelles on sait qu'il y a des ingérences russes pour essayer de faire basculer et amoindrir le soutien à l'Ukraine. Aujourd'hui, il faut être très vigilant par rapport à ces discours-là et les Français s'étaient engagés pour ce soutien. Je pense qu'il ne faut pas oublier les Ukrainiens et maintenir ce soutien. Même s'il y a peut-être, on va dire, une majorité, une unanimité sur l'aide au soutien de l'Ukraine qui est plus compliqué en ce moment, peut-être du côté des Français? Alors, il y a un certain nombre d'actualités qui nous détournent un peu de ce conflit. Il faut se rappeler que c'est quand même un conflit qui est en Europe, aux portes de l'Union européenne, et que le maintien de la stabilité passe par cela aussi. Maintenir les forces en présence. Les Ukrainiens poursuivent les combats, ils sont très très courageux. Je crois qu'il faut garder cela en tête. Aurélien Taché, pour vous aussi, il faut continuer à soutenir financièrement l'Ukraine? Oui, il faut continuer à soutenir l'Ukraine. Moi, depuis le départ, j'ai tout le temps affiché un soutien très clair à la politique
qui est menée dans ce domaine par le gouvernement français ou par l'Europe d'une manière générale. On voit qu'on bute notamment là maintenant sur le paquet financier européen à cause des amis de Madame Le Pen, Monsieur Orban et d'autres qui essayent de ralentir l'aide à l'Ukraine. Qui pose toujours son veto. Il y a aussi, bien sûr, il y a aussi cette difficulté aux États-Unis que vous évoquez. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que les États-Unis, ce n'est pas uniquement parce que les conservateurs américains bloquent l'aide financière qu'il y a des difficultés. C'est aussi parce qu'ils ont maintenant d'autres priorités. Et ces priorités, c'est d'aider Israël à continuer à perpétuer leur massacre à Gaza. Moi, je n'ai aucun problème à dire... C'est une question de priorité, tout simplement. Les deux sujets sont connexes. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, il faut être dans le soutien aux Ukrainiens qui luttent pour leur liberté, mais que s'il y a si peu de pays du Sud, comme on les appelle, qui sont engagés avec nous dans ce conflit, c'est parce qu'il y a le sentiment d'un deux poids deux mesures très fort, avec d'autres conflits qui ont pu ravager l'Afrique, le Moyen-Orient ou d'autres régions du Sud ces dernières années, et évidemment avec la question palestinienne et avec ce massacre absolument terrible qui est en train d'être perpétué là-bas dans l'indifférence quasi totale, ou en tout cas on murmure, on demande des escalades ici ou là, mais on n'est pas clairement engagé dans un appel au cessez-le-feu et dans un soutien des populations civiles palestiniennes. Et cette espèce de dichotomie-là, elle crée une fraction extrêmement grave. Les pays du Sud ont l'impression que l'Ukrainien est un sujet qui ne concerne que le Nord, et finalement on pourrait se dire que la Palestine n'intéresse que les pays du Sud. Si on continue dans cette logique-là, on risque d'arriver à quelque chose qui serait de l'ordre de ce que certains appelaient le choc des civilisations, qui est évidemment une chimère d'extrême droite, mais qui est aujourd'hui malheureusement soutenu par beaucoup trop de gens qui laissent finalement Israël assassiner à toute impunité à Gaza. Un mot sur ce qui se passe justement au Proche-Orient, Aurélien Taché, sur ce risque d'escalade qui part notamment du numéro 2 du Hamas qui a été tué à Beyrouth. Est-ce que vous le considérez ça comme un crime de guerre ou pas ? Pour parler franchement. Mais quel autre pays bombarderait un pays voisin comme le Liban, qui n'est absolument pas belligérant ou co-belligérant, et qui pourrait finalement ne pas être taxé de crime de guerre? Bien sûr que c'est un crime de guerre. On ne peut pas bombarder comme ça un voisin parce que il y a effectivement un chef terroriste qu'il faut mettre hors d'état de nuire, mais on ne peut pas bombarder comme ça le Liban. Pourquoi Israël le fait? Parce qu'Israël veut effectivement profiter de ce conflit, non pas pour libérer les otages, qui devrait être la principale priorité, mais pour en finir avec une bonne fois pour toutes avec ce qu'on peut appeler un futur État palestinien, et aussi pour reprendre des positions au Liban. Et ça risque de dégénérer en conflit régional sans que finalement les Occidentaux n'y disent grand-chose, et ça c'est absolument dramatique. Olga Givernet, crime de guerre ou pas? Alors moi, je salue le fait qu'on ait parlé de chef terroriste sur le deuxième. J'ai jamais eu d'ambiguïté là-dessus, moi. Et ben, je le salue parce que c'est vrai que c'était pas tout à fait le cas sur une certaine aile gauche. Mais simplement de se dire que l'extension du conflit, évidemment, n'est pas souhaitable. Et je crois que même dans la région, au Liban, le Hezbollah également ont bien fait savoir qu'ils seraient peut-être prêts à rétorquer, mais que ce n'est pas ce qu'ils souhaitent. Donc on se retrouve avec un conflit aujourd'hui où on déplore la perte des civils, et moi je le déplore également. Une volonté de faire toujours comprendre que le terrorisme n'a pas sa place dans le monde, et le fait de dire que peut-être qu'on s'installe dans un conflit de longue durée avec un autre enjeu maintenant qui arrive, c'est d'éviter qu'il aille en dehors des frontières qu'il est aujourd'hui. Donc la France doit garder le recul. Il y avait cette volonté de ne pas importer le conflit non plus sur le territoire français. On a ce qu'on appellerait deux fronts côté Ukraine, où la France doit être en soutien, et puis elle est également en soutien humanitaire, je le rappelle, sur la bande de Gaza. Donc un soutien clair à l'Ukraine, et de l'autre, de ne pas prendre position entre ce qui se passe en Israël et puis le risque du côté palestinien avec ses pertes civiles. Avec cette volonté d'avoir les trêves humanitaires, d'avoir un retour à la paix, et de ne pas avoir d'extension et d'embrasement finalement dans cette région pour lesquelles on a peut-être trop peu de poids pour intervenir. Aurélien Taché, vous craignez justement ce risque d'embrasement au Proche-Orient? Mais c'est évident. Une guerre longue. Je veux dire, c'est absolument terrifiant que les premières déclarations de M. Netanyahou, ce criminel de guerre, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, Poutine est un criminel de guerre, mais Netanyahou aussi, finalement, dès le 1er janvier, nous explique qu'il va continuer à bombarder Gaza et les autres territoires palestiniens, puisque maintenant on est là-dedans pendant toute l'année, et maintenant on arrive jusqu'au Liban. La France essaie de jouer un rôle de médiation, effectivement, notamment au Liban. Qu'est-ce qu'a dit le Hezbollah? Ils ont dit, nous ne discuterons pas de l'application de la résolution
résolution 1701 du Conseil des Nations Unies, tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Il faut un cessez-le-feu, c'est le préalable à tout. Si nous n'avons pas ce cessez-le-feu, ce qu'on appelle la protection des civils palestiniens est une chimère. On a aujourd'hui des ministres d'extrême droite israéliens qui expliquent que de toute façon, on va déporter toutes les populations qui ne seront pas bombardées des territoires palestiniens vers des pays arabes et qui sont déjà dans ce type de discussion. Vous voyez bien que là, on est sur quelque chose qui s'apparente à un crime contre l'humanité et que malheureusement, personne n'est capable, encore une fois, dans le camp occidental, d'appeler clairement et fermement Israël à un cessez-le-feu en envisageant des sanctions contre Israël s'il ne fait pas ce cessez-le-feu très prochainement. En tout cas, cette demande de cessez-le-feu fait l'unanimité finalement sur ce sujet-là. Merci beaucoup Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Un grand merci à vous également, Olga Givernet, je rappelle, député Renaissance de l'Ain, porte-parole du groupe Renaissance. Très bonne journée à vous deux. Merci. À suivre, Laurence. Eh bien l'info, le retour de l'info avec le flash entre autres. Et puis à partir de 10h, vous avez rendez-vous avec Valérie Expert qui reçoit Christian Morin. Très bonne journée à tous sur Sud Radio.